Vous demandez sûrement ce que je fais avec une tapette à mouche, hein. C'est pour me défendre. Je suis en train de me faire attaquer par un jeu pourri. Mais si, vous savez les jeux pourris là, genre les jeux d'apéro, jeux d'ambiance, enfin, moi j'aime pas. Puis dès que tu vas à une soirée, t'as toujours un pote qui arrive et fait ah bah t'as un apéro, mais je vais à blanc manger coco. Ouais, c'est super, super. Bah non, bah moi j'ai pas envie de jouer à ça. Et là bah moi je me fais attaquer par un limite et j'ai pas envie de jouer avec, tu vois. Du coup faut que je me défende. Et ça bah mine de rien, c'est pas facile. Hein. Ah alors attends. Excusez-moi. Attention, hein, les petits jeux d'apéro, je dis pas que c'est pourri, hein, mais bon, je trouve pas ça intéressant. Du coup, on va avoir un petit jeu aujourd'hui, et lui, par contre, il est loin d'être inintéressant. Par contre, un conseil, hein, vous allez avoir besoin d'un crayon à papier, d'une gomme, et de beaucoup de réflexion, parce qu'on va avoir du pain sur la planche avec ce petit jeu. C'est parti! Alors, comme vous vous en doutez, si vous avez vu la vidéo sur Star Wars, aujourd'hui on va s'attaquer à Welcome to Your Perfect Home. Welcome to Your Perfect Home, donc un jeu de Benoît Turpin. Je ne sais pas qui est Benoît Turpin, je ne sais pas ce qu'il a déjà fait comme jeu, ou s'il en a déjà fait, en tout cas il a commis celui-là, merci à lui. C'est un jeu Blue Cocker. Apparemment c'est le 6e jeu de Blue Cocker, hein, si je comprends bien le truc. Faut compter 25 minutes la partie, donc oui, hein, même la première partie où vous avez jamais joué, ça sera 25 minutes, pas plus, enfin 25-30 minutes, c'est très rapide, c'est ça qui rend le jeu assez cool d'ailleurs, qu'il soit assez rapide. Il faut compter 10 ans et plus, alors oui, et j'aurais même dit 12 ans et plus, parce que mine de rien, c'est pas forcément évident à jouer. Même moi, la première fois que j'ai commencé à y jouer, la première partie, ouais, il a fallu 2-3 tours quand même, histoire de tout bien comprendre, parce qu'il y a des effets un peu bizarres, mais bon, il n'y a rien de compliqué, hein, vraiment. Si vous êtes habitué des gros jeux, vous n'allez pas être perdu. Et ça se joue de 1 à 100. 1 à 100. Oui, vous pouvez, hein, si vous avez ce délire de dire que vous connaissez 100 personnes qui veulent jouer au même jeu, vous pouvez. Avec celui-là, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, c'est une valeur approximative et fictive. Vous n'allez pas jouer à 100 au même jeu, hein, ça paraît un peu... Enfin, surtout à celui-là. Il y a des jeux d'ambiance, hein, on peut jouer à au moins 25 ou 50 personnes, hein, ça existe, mais bon... C'est pas le genre de jeu que j'aime. Voilà. Celui-là, en tout cas, très très bien. Franchement, ne vous fiez pas à la boîte. Hein. C'est une petite boîte, mais c'est un grand jeu. C'est pas le jeu du siècle, attention, mais c'est un très bon jeu. Donc évidemment, on va faire, comme d'hab, hein, le tour du matos, la mise en place, plus les règles. J'aurais préféré faire une vidéo règles avec une partie directement, parce qu'il y a des trucs qui vont être peut-être un peu abstraits, entre guillemets, mais bon, comme j'ai pas le matos, malheureusement, voilà. Mais un jour, ça sera faisable. Hein. Je ferai une vidéo de partie, vous verrez, c'est vraiment un jeu très très cool. Il faut compter... J'ai mes notes à côté. 20 euros. Ouais, 20 euros le jeu, ouais, c'est ça. Sans notes, de toute façon c'était facile, 20 euros. Si vous le payez plus cher, c'est du vol, hein, honnêtement. Parce qu'il n'y a pas énormément de matos dans la boîte, donc oui, 20 euros. Et je vais vous donner mon avis tout de suite. Achetez-le. Vraiment, achetez-le. J'attends pas la fin de la vidéo, je le répéterai sûrement, parce que j'aurais oublié d'ici là. Ouais, achetez-le, c'est hyper cool comme jeu, vous allez voir, c'est très très simple, il n'y a rien à comprendre. La vidéo elle va être assez courte, hein, parce que bon, je vais peut-être chipoter sur 2-3 détails, mais honnêtement, non. C'est très facile, la prise en main elle est très rapide, et c'est vraiment un jeu qui, mine de rien, a quand même un poil de profondeur, beaucoup de rejouabilité. Comme je l'ai dit, c'est pas le jeu du siècle, mais quand même, c'est un excellent jeu, vous allez voir, c'est vraiment très très cool. Même le matos, hein, il est génial, c'est un de mes coups de cœur. Un de mes coups de cœur, alors que c'est un petit jeu, hein, voilà. Je ne jure que par les gros jeux, mais là vraiment,
Parfait. Voilà, donc on va passer au matos, hein, comme d'hab, et puis allons-y, hein. Alors, promis, un jour, hein, je les mettrai pas, mais bon, je vais les mettre quand même, les règles du jeu. Ça aussi, je m'étais promis que je les mettrais pas parce que ça vous spoil un peu, ça fait partie du matos, mais pas le matos de jeu. Ce sont les aides de jeu, il y en a 4. Bon, j'en ai mis une que je trouve exceptionnelle, hein, donc Toulouse Welcome Back, qui bien évidemment est une référence à Retour vers le futur. Les autres aides de jeu, pareil, hein, ça sera des références à des films ou des pubs, vous verrez, c'est vraiment très très cool, donc je vous mets quand même celle-ci. 81 cartes travaux, chaque carte est recto verso. Au recto, vous allez avoir donc une phase de numéro de maison. Et au verso, vous allez avoir une phase d'action. Alors, je reviendrai sur les phases d'action plus tard, hein, bien évidemment. Ensuite, on va avoir 29 cartes plans, donc là j'en ai mis que 3 hein, dans l'exemple. Les cartes plans, elles vont être numérotées 1, 2 ou 3. Elles sont également recto-verso. Pour l'instant, je vous montre que le recto, le verso, on verra plus tard. Et enfin, dernier élément du matériel, un bloc de feuilles de marque. Il y en a une grosse centaine, hein, si c'est pas plus. Donc chaque joueur va avoir sa propre feuille de marque, hein, bien évidemment. Et je vais faire le détail de ce qui se trouve sur la feuille juste après. Alors, la mise en place, pour une fois, ça va être facile et rapide. Je vais pouvoir faire ça en une seule prise, ça va me changer. Alors, chaque joueur va prendre donc un crayon et une feuille de marque. On va prendre ensuite les plans. Donc, en gros, ce sont les projets qu'on va pouvoir réaliser durant la partie. On prend tous les plans notés numéro 1, on mélange et on n'en prend qu'un. Puis on fait pareil avec les plans numéro 2 et numéro 3, ce qui fait qu'on va se retrouver avec une carte numéro 1, une carte numéro 2, une carte numéro 3. On les met avec les deux chiffres visibles du coup sur la table et de façon à ce que tous les joueurs puissent les voir. Donc ça, c'est les objectifs qu'on va devoir remplir tout au long de la partie. Ensuite, on va prendre toutes les cartes travaux, on les mélange et on va former 3 piles égales. Donc en gros, ça va être des piles de 27 cartes hein, chacune et on les met de telle façon à ce que ce soit les numéros qui soient visibles. Voilà, là la mise en place elle est faite, on n'a plus qu'à voir exactement qu'est-ce que c'est que ce jeu et comment on y joue. Alors, Welcome, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu où les joueurs vont incarner des architectes hein, dans les années 50 aux États-Unis et on est en plein boom démographique. Et donc, nous, on est des architectes, mais la concurrence est très très rude. Et donc, en gros, on va devoir créer 3 rues dans une ville et le maire de la ville nous a donné des plans, en gros, qu'on va devoir respecter au mieux afin de créer les plus beaux lotissements avec de grands parcs, des piscines de rêve, en employant des intérimaires, etc., etc. Et donc le but du jeu, ça va tout simplement être de marquer le plus de points possible par rapport à nos adversaires. Le joueur qui a marqué le plus de points en fin de partie va être déclaré meilleur architecte donc du jeu Welcome. Voilà exactement quel est le principe du jeu. Alors, comment se déroule une partie de Welcome? C'est assez facile. En fait, au début de chaque tour, on va prendre la carte du dessus de chaque pile de cartes travaux et on va la retourner et la placer juste à côté donc de la pile, face action visible. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on va se retrouver avec 3 numéros et 3 actions qui vont être associées à ces mêmes numéros. En gros, pour faire simple, hein, tous les joueurs, en même temps, vont choisir un numéro et vont forcément devoir prendre l'action qui est associée à ce même numéro. Alors attention, les actions sont facultatives, vous n'êtes jamais obligé de les faire, mais bon, en général, il vaut mieux essayer de pouvoir les faire, hein, quand même un maximum. Une fois que chaque joueur a choisi son numéro et son action, eh bien on recommence, on retourne des nouvelles cartes pour dévoiler de nouveaux numéros et de nouvelles actions. Les tours vont donc s'enchaîner comme ça, jusqu'à ce que l'une des 3 conditions de fin de partie soit résolue, donc c'est-à-dire soit un joueur n'a pas pu construire de maison pour la 3e fois dans la partie, soit
un joueur a construit toutes les maisons des 3 rues de sa feuille de marque, soit un joueur a réalisé les 3 plans demandés par le maire de la ville de Welcome. Voilà en gros comment se déroule une partie de Welcome. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. Donc au début de chaque tour, on va révéler la carte du dessus de chaque paquet. Et on va placer donc ces mêmes cartes côté action à côté des numéros qui leur sont associés. Donc là, admettons, chaque carte qui se trouve sur le dessus de la pile de cartes, hop, je la mets à côté. Donc on se retrouve avec numéro 10 et un paysage, numéro 4 et un paysage, numéro 3 et une barrière. Alors bien évidemment, je vais revenir sur les actions juste après, mais d'abord, je vais me permettre de vous donner une petite astuce. On va zoomer sur la carte au numéro 10, et on peut voir qu'en haut à droite et en bas à gauche, on a 2 icônes, donc ce sont les mêmes. Chaque carte travaux avec les numéros vont avoir justement ces icônes. En gros, ça veut dire que la carte au verso, on va avoir cette action-ci. Donc là, derrière le 10, on va forcément avoir l'action de piscine. Ça veut dire que là, déjà, j'ai une information sur ce que je vais pouvoir faire comme action au prochain tour. Donc là, prochain tour, je pourrais faire une action de piscine. Bien évidemment, je ne sais pas encore quel numéro va être associé à la piscine, mais bon, ça peut déjà me permettre de prévoir ce que je vais faire au prochain tour. Alors avant de rentrer dans le détail des actions et des numéros, je vais vous montrer à quoi ressemblent exactement toutes les actions du jeu, donc il y en a 6. Pour la barrière, c'est le géomètre. Pour les pièces, l'agent immobilier. Pour les palmiers, c'est le paysagiste. Pour la piscine, c'est le fabricant de piscine. Pour la petite barrière orange rayée, c'est l'agence d'intérim. Et pour la boîte aux lettres, c'est pour les numéros bis. Voilà, et on va venir dans le détail tout de suite. Mais avant de vous parler des actions, je vais d'abord vous parler des numéros, parce que c'est quand même le plus important. En gros, quand vous allez choisir des cartes, vous allez forcément choisir un numéro qui va avec l'action. Et ce numéro, en gros, il va correspondre à une maison que vous allez créer dans l'une des 3 rues de votre feuille de marque. Vous allez placer vos numéros, donc où vous voulez, bien sûr. Mais par contre, il y a quand même une chose à savoir, c'est qu'un même numéro ne peut jamais être dans la même rue, tout comme les numéros doivent se suivre, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. Donc, si je vous mets l'exemple là, justement, à gauche 4, 5, 6, c'est faisable, à droite 6, 5, 4, ce n'est pas faisable. Il est aussi à noter que vous pouvez aussi sauter des numéros, par exemple on n'est pas obligé de faire 4, 5, 6, on pourrait faire 4, 6, 7, c'est tout à fait possible. Voilà, vous êtes limité juste à ces règles-ci pour le placement des numéros. Maintenant on va pouvoir passer aux actions. Première action possible, le géomètre. Donc là, si je prends cet exemple, je vais devoir construire une maison avec le numéro 4 et utiliser l'action de géomètre. Alors attention, je le dis tout de suite, je ne le répéterai pas pour toutes les actions. Les actions sont facultatives. Vous n'êtes jamais obligé de faire l'action que vous choisissez avec votre numéro. Le numéro, en revanche, est obligatoire. Si vous avez choisi le numéro 4 et le géomètre, vous êtes obligé de placer une maison avec le numéro 4 dans l'une de vos 3 rues, et le géomètre, vous pouvez ne pas le jouer. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair à ce niveau-là. Le géomètre, à quoi il sert? En fait, il va créer une barrière entre 2 maisons d'une même rue. Ça va lui permettre de délimiter des lotissements, en fait, puisque ce qu'on appelle des lotissements sont des paquets de maisons, globalement, donc qui vont de une maison à 6 ou plus maisons. Voilà, vous n'êtes pas limité. Les lotissements vont être importants puisque, en général, ils correspondent au plan que les maires nous demandent de suivre pour la réalisation de notre quartier. Alors ça, j'y reviendrai plus tard, mais sachez qu'en gros, le géomètre, il va être très important vis-à-vis des objectifs que vous devrez accomplir dans la partie. Alors, comment ça se passe exactement? Je vais prendre la feuille de marque et je vais zoomer directement sur ce que j'ai fait pour que ça soit plus lisible. En gros, là, on voit que j'ai placé ma maison numéro 4 sur ma 3e rue, donc celle le plus en bas de ma feuille de marque. Pour ce qui est du géomètre, je dois le placer entre 2 maisons, c'est ce qui est indiqué par l'action. Le géomètre crée une barrière entre 2 maisons d'une même rue.
Donc, en gros, on va mettre la barrière du géomètre sur des pointillés. Donc, on va barrer ces pointillés pour signifier qu'on a placé une barrière. Alors attention, en général, les actions, vous devez les faire dans les rues où vous avez placé vos numéros. Pas pour le géomètre. Le géomètre, vous pouvez l'utiliser n'importe où, donc n'importe quelle rue. Vous n'êtes pas limité à la rue où vous avez placé votre maison. Alors attention, il est quand même à noter que sur les extrémités d'une rue, vous n'avez pas de pointillé. Sur la maison la plus à gauche et la maison la plus à droite, vous n'avez pas de pointillé pour finir la rue. C'est tout simplement parce que là, il y a déjà des barrières de géomètre. Donc vous n'aurez jamais à compléter une ligne justement pleine, puisqu'on part du principe qu'il y a déjà une barrière de géomètre. Donc voilà comment fonctionne la barrière du géomètre. Deuxième action possible, l'agent immobilier. Alors donc ce sont les pièces violettes avec la flèche qui est en hausse. En gros, les agents immobiliers vont nous permettre de valoriser les lotissements que l'on va construire tout au long de la partie. Donc les lotissements, pour rappel, ce sont des séries de maisons qui sont situées entre deux barrières. Les lotissements rapportent des points à la fin de la partie. Et donc, en gros, utiliser un agent immobilier, ça va nous permettre d'augmenter la valeur de points que vont nous rapporter nos lotissements. Je vais vous expliquer comment ça marche exactement. Donc, on prend la feuille de marque, et puis je vais zoomer comme d'habitude sur ce qui nous intéresse. Donc là, pour rappel, on avait eu 8 et agent immobilier. J'ai placé mon numéro 8 sur une maison disponible sur la 3e rue. Et maintenant, je vais venir raturer une valeur sur mes valeurs de lotissement disponibles. Donc là, par exemple, pour les lotissements de 6 maisons, je vais raturer la valeur la plus basse. Ça veut dire que maintenant, la valeur la plus basse, c'est la case juste en dessous. Donc du coup, comme vous vous en doutez, les lotissements de 6 maisons, on va pouvoir les valoriser que 4 fois au maximum. Une fois qu'on a atteint les 4 valorisations, on ne peut plus valoriser plus. Donc là, par exemple, ça va rapporter 7 points par lotissement de 6 maisons. Voilà comment fonctionne l'agent immobilier. Troisième action disponible, le paysagiste. Alors le paysagiste, il va permettre de créer des parcs. Pour créer un parc, c'est facile, on va forcément le créer dans la rue où on a placé notre maison à ce tour-ci. Donc je vais prendre la feuille de marque, je vais zoomer sur la première rue, celle tout en haut. Pour rappel, la maison qui a été tirée, c'était le numéro 10. Donc là, je vais venir poser mon numéro 10 sur une maison, peu importe, donc admettons celle-ci. Et je vais utiliser l'effet de mon paysagiste, donc c'est-à-dire que je vais raturer la valeur la plus à gauche sur mes parcs. Donc là, je rature bien le 0. Et maintenant, mes parcs de cette rue-ci vont me rapporter 2 points en fin de partie. Voilà comment marche le paysagiste. Quatrième action du jeu, le fabricant de piscine. Alors là, c'est facile. En gros, quand on va choisir notre numéro, donc là par exemple le 1, il est associé à l'action piscine. Je vais mettre mon numéro 1 dans une maison vide. S'il y a une piscine dans cette maison vide, elle va être construite. Et ça me rapportera des points en fin de partie. En gros, je prends la feuille de marque, je vais zoomer sur la deuxième rue, donc celle du milieu. Je sais qu'il n'y aura pas de numéro 0, donc comme je suis pas con, je vais mettre le numéro 1 sur la maison la plus à gauche. Ça paraît logique, après vous faites ce que vous voulez. Je regarde, il y a bien une piscine, donc vu qu'il y a une piscine et que j'ai l'action fabricant de piscine avec le numéro 1, je peux construire la piscine qui se trouve dans la maison où je viens de mettre le numéro 1. Donc je l'entoure cette piscine. Attention, il est important de noter que vous pouvez écrire un numéro dans une maison qui a une piscine, même si le numéro que vous avez choisi n'était pas associé à l'action fabricant de piscine. Ça n'empêche pas les choses de se faire. A l'inverse, un numéro qui est associé à l'action fabricant de piscine peut être écrit dans une maison qui n'a pas de piscine. Je vous rappelle que l'action fabricant de piscine, à la base, c'est une action qui n'est pas obligatoire. Aucune action n'est obligatoire d'ailleurs dans le jeu. C'est la pose du numéro qui est obligatoire. Alors, une fois que ça c'est fait, j'ai mis mon numéro 1, j'ai entouré ma piscine, très bien. Maintenant, on va faire la deuxième chose avec le fabricant de piscine. Et là, cette fois-ci, on va zoomer sur l'encadré des points de la feuille de marque. Je regarde là où j'ai mon image de piscine, justement, j'ai des petits carrés blancs. Vu que je viens de construire une piscine, je vais raturer le chiffre, ou le nombre, le plus bas.
La valeur la plus basse c'est 0, je la rature, donc là maintenant, toutes mes piscines vont me rapporter 3 points en fin de partie. Donc évidemment, plus je vais raturer, plus ça va me rapporter de points d'avoir construit des piscines. Voilà, en gros, comment fonctionne l'action facile de fabricant de piscines. Cinquième action possible, l'agence d'intérim. Alors en gros, elle va nous permettre déjà de créer un emploi, prendre un intérimaire avec nous pour construire une maison. Mais ça va aussi avoir un autre effet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter ou soustraire un ou deux au numéro de la maison que l'on va construire. Là par exemple, on a tiré le numéro 5, ça veut dire que l'on va pouvoir faire une maison 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On a le choix entre ces 5 numéros-ci grâce à l'agence d'intérim. Alors comment ça se traduit sur la feuille de marque? Je vais zoomer, j'ai tout de même décidé de garder le 5 et je le mets sur cet emplacement-ci. Alors je le fais pas parce que je suis complètement con ou torché, je le mets là pour une bonne raison, vous comprendrez évidemment après pourquoi je l'ai mis ici et non pas juste à côté du 4. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment juste en dessous, là où on a justement l'agence d'intérim, donc pour rappel la barricade rayée jaune et orange. En gros, quand on utilise l'agence d'intérim, et donc un intérimaire, on va créer un emploi et on va symboliser ça en raturant une des petites barrières justement présentes en dessous de l'action agence d'intérim. Plus je vais créer d'emplois, plus je vais être susceptible de marquer de points à la fin de la partie. Le joueur qui aura raturé le plus d'intérimaires, donc qui en aura utilisé le plus, bien sûr, gagnera 7 points. Le deuxième joueur en avoir utilisé le plus, 4 points. Et ensuite, 1 point pour le dernier joueur. Donc voilà, d'où l'intérêt d'utiliser un maximum d'intérimaires. Voilà comment fonctionne cette action-ci. Et donc maintenant, on en arrive à la dernière action possible dans Welcome, c'est numéro bis. Cette action est très pratique puisqu'elle va nous permettre d'écrire dans n'importe quelle rue un numéro identique à un numéro déjà présent, donc en plus du numéro habituel. Je vais m'expliquer avec un screen du coup qui nous montrera la feuille de marque. La feuille de marque donc, et je zoome. Pour rappel, on a tiré le numéro 2. Alors la maison 2, je vais la placer sur ma deuxième rue, donc celle du milieu, et juste à côté de la maison numéro 1, tant qu'à faire. Ensuite, l'action bis. L'action bis, en gros, donc comme on le sait, je vais placer un numéro identique à un numéro déjà présent dans n'importe quelle rue. Alors, par contre, il y a bien évidemment une condition. Les deux maisons qui porteront le même numéro doivent être voisines à droite ou à gauche et faire partie d'un même lotissement durant toute la partie. C'est-à-dire que, à partir du moment où je mets le 4 bis à côté du 4, je ne pourrai pas mettre de barrière de géomètre entre le 4 et le 4 bis. C'est impossible. Je devrais mettre la barrière de géomètre soit avant le 4, soit après le 4 bis. Jamais entre les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas, il y a triche. Voilà comment fonctionne l'action bis, tout simplement. Alors l'action bis est très bien, elle vous permet de rattraper une erreur par exemple, ou quand vous êtes vraiment emmerdé à une extrémité de rue, vous ne pouvez pas placer de numéro, par exemple après un 13, il n'y a pas de carte 14, un 13 bis peut vous aider si vous n'avez pas d'intérimaire sous la main. Le seul problème c'est que le bis, il va pas avoir que des avantages. Si on prend l'encart de la feuille de marque et qu'on se concentre justement sur l'action bis, donc la boîte aux lettres notée bis, on voit des valeurs. Et justement, à chaque fois qu'on va faire un bis, on va raturer la valeur la plus basse. Et la valeur la plus basse que vous aurez du coup de libre ne va pas vous rapporter de points. Elle va vous en enlever. C'est-à-dire que là, j'ai raturé le 0, donc je vais avoir un point de moins en fin de partie. Et à chaque fois que je vais faire un bis, je vais devoir supprimer la valeur la plus basse, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à 28, et vous imaginez, moins 28 points, ça fait très mal. Alors certes, je remplis mes lotissements, c'est super, mais bon, ça a un coût. Donc, l'action bis, oui, mais à utiliser avec parcimonie. Alors mettre des numéros sur des maisons, faire des actions, c'est génial, mais concrètement, pourquoi? Pour une raison simple. La ville nous a donné des plans. Et les plans, ce sont en gros nos objectifs. Je vous montre une carte plan, donc ici une numéro 3.
Les cartes plans, il y en a 3, c'est celles qu'on a choisies du coup en début de mise en place. Et ces cartes plans vont nous rapporter des points de victoire. Donc là par exemple 12 ou 7. Pour gagner des points de victoire avec les plans, il va falloir remplir des objectifs bien spécifiques. Ici, il va falloir un lotissement d'une maison, puis un lotissement de 2 maisons, et enfin un lotissement de 6 maisons. Ces 3 lotissements n'ont pas à être dans la même rue. Ils peuvent être dans 3 rues, voire 2 ou même une seule, c'est tout à fait possible. Par contre, il y a des règles spécifiques à suivre. Les lotissements doivent tous être entourés de barrières de géomètres. C'est-à-dire qu'admettons, pour le cas le plus simple, le lotissement d'une maison, il doit avoir une barrière de géomètre à sa gauche et à sa droite. Le lotissement de 2 maisons, pareil, il doit y avoir une barrière de géomètre à gauche de la maison de gauche et à droite de la maison de droite. Donc forcément, pour le lotissement de 6 maisons, il faudra une barrière de géomètre à gauche de la première maison et une barrière de géomètre à droite de la dernière maison. Mais ce n'est pas tout. Pour que le lotissement compte dans cette carte plan, il faut que chaque maison du lotissement ait un numéro. Donc en tout, il faudra bien évidemment construire 9 maisons, le tout réparti dans les lotissements demandés. Quand un joueur, ou en tout cas le premier joueur, réussit à remplir cet objectif, il va marquer les 12 points de victoire, donc les points de victoire marqués dans le rond noir. Une fois que le premier joueur a rempli cet objectif, il retourne la carte plan. Et donc là, au verso, on a un coup de tampon marqué approuvé à la place du 12. En gros, ça veut dire que tous ceux qui vont réussir à remplir cet objectif après, ils ne vont marquer que 7 points de victoire. Par contre, attention, les 7 points de victoire, s'ils sont marqués par un deuxième joueur qui a réalisé l'objectif, ils vont également pouvoir être marqués par un troisième joueur. Voilà, les plans ne sont pas que à 2 usages, on peut l'utiliser plusieurs fois. C'est juste que la plus grosse valeur va être marquée par le joueur qui aura été le plus rapide à remplir l'objectif. Voilà en gros à quoi servent les cartes plans. Du coup, je vais prendre l'exemple avec ma feuille de marque. Pour le plan numéro 3, je dois avoir un lotissement avec une maison, un lotissement avec 2 maisons, un lotissement avec 6 maisons. Je vais zoomer sur ma feuille de marque, sur mes rues. On regarde, donc j'ai bien un lotissement d'une maison, ici avec la numéro 1. Elle est bien séparée de 2 barrières de géomètre, une à sa gauche qui est construite de base, et une à sa droite que j'ai construite via l'action de géomètre. J'ai bien un lotissement de 2 maisons sur ma rue du haut, donc 2 maisons avec les numéros 10 et 13, j'ai bien 2 barrières de géomètre. Et ensuite, dans ma troisième rue, donc la rue la plus basse, j'ai bien un lotissement de 6 maisons, avec les numéros 1, 2, 3, 4, 4 bis et 5. Et j'ai également les 2 barrières de géomètre, donc la plus à gauche, la barrière de base, et à côté de la 5, donc sur la droite, la barrière que j'ai faite grâce à mon géomètre. Alors attention, le lotissement de 6 maisons qui se trouve à côté et qui commence par 6-8 n'est pas éligible, car comme vous le voyez, il y a 4 maisons vides. Et comme il y a 4 maisons vides, ce lotissement de 6 maisons ne peut pas être utilisé pour le calcul du plan. Et donc admettons, j'ai bien réussi à réaliser cet objectif, je suis le premier à le faire. Je vais retourner la carte plan donc à son verso avec le logo approuvé, et je vais marquer 12 à l'emplacement numéro 3. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça c'est pour les plans. Donc là, le plan numéro 3, je l'ai réussi en premier, ça va me faire marquer 12 points en fin de partie. Alors, il ne nous reste plus qu'à voir la dernière notion du jeu, on en aura fini avec les règles, c'est le refus de permis. Le refus de permis, en gros, ça symbolise que vous avez été trop con pour faire les choses correctement, et puis vous l'avez dans le cul, concrètement. En gros, on va prendre le slide suivant. J'ai 10 piscines, 5 géomètres, 1 géomètre. Je zoome sur ma feuille de marque, et si on regarde bien, je ne peux pas poser 10, puisque j'ai déjà posé des 10 partout. Je ne peux pas poser de 5, puisque j'ai déjà posé des 5 partout. Et je ne peux pas poser de 1, puisque j'ai déjà posé des 1 partout, ou alors ma première maison d'une rue, c'est un 2. Donc là, en gros, je l'ai dans le cul, je peux rien construire. Donc la ville, elle va me mettre un refus de permis. Ça symbolise comment ? Sur notre feuille de marque, nous avons
tout à droite des hexagones. 3 pour être précis. Un 0, un autre 0 en dessous et un 3. En gros, ça, ce sont des malus de points de victoire que on risque de se prendre à la fin de la partie. Quand j'ai mon premier refus de permis, eh bien je griffonne le premier hexagone, donc là avec le 0. Ça veut dire qu'en gros, j'ai de la chance, je vais avoir 0 point en moins à la fin de la partie. Mais si je me prends un deuxième refus de permis, ce qui peut arriver, je vais devoir raturer le deuxième 0. Et dans ce cas-là, à la fin de la partie, j'aurai 3 points de victoire en moins. Et attention, si j'ai un troisième refus de permis, bien évidemment, je vais devoir raturer le 3, donc je vais avoir 5 points de victoire en moins à la fin de la partie. Mais en plus de ça, on va avoir une des conditions de fin de partie, justement. Si un joueur a 3 refus de permis, donc qu'il soit consécutif ou non, ça n'a pas besoin d'être consécutif, juste à partir du moment où il a son troisième refus de permis, la partie s'arrête. De là qu'il faut faire très attention à ses placements de maison. Bien, donc là on a vu toutes les règles, il ne reste plus qu'à voir comment se finit une partie. Donc je le rappelle, une partie se termine de 3 façons différentes. Soit un joueur coche son troisième refus de permis, soit un joueur remplit les objectifs des 3 plans demandés par la ville, soit un joueur a construit toutes les maisons de ces 3 rues. Voilà, à partir du moment où l'une de ces 3 conditions est remplie, on passe au décompte des points, donc forcément à la fin de partie. Alors, comment ça marche un décompte de points exactement? Je vais prendre une feuille de marque pour vous montrer. Donc ça, c'est la partie que j'ai faite. J'ai fait de la merde, concrètement. J'ai pas réussi à remplir toutes mes maisons. Alors sachez que c'est assez rare quand même de remplir toutes ces maisons. Il faut quand même avoir un minimum de chance pour réussir à le faire. Et après, niveau des refus de permis, j'en ai quand même eu 2. Ça aurait pu être pire, mais bon, c'est pas génial non plus. Pour les points, c'est facile, on va aller dans l'ordre, donc on regarde l'encart du bas, ça correspond à toutes les actions du jeu. Premièrement, les plans. Le plan numéro 1 m'a rapporté 8 points, parce que j'ai réussi à le faire. Le plan numéro 2, 0 points, je n'ai pas réussi à le faire. Donc là, pas de points malheureusement. Et le plan numéro 3, comme j'ai été le premier à le faire, ça me rapporte 12 points de victoire. 12 plus 8, 20. Voilà, mes plans me rapportent 20 points. Ensuite, les parcs. Les parcs, c'est-à-dire les actions de paysagistes. Je prends, admettons, ma première rue, tout en haut à droite, c'est la valeur de mes parcs par rapport à ma rue. J'ai utilisé l'action paysagiste dans cette rue 2 fois, donc les parcs me rapportent 4 points. Je vais donc mettre 4 points dans la valeur la plus en haut. La deuxième rue, pas de paysagiste utilisé, donc pas de points. Troisième rue, j'ai utilisé 2 paysagistes, ça me rapporte 4 points. Donc la 4 plus 4, 8 points. Au niveau de mes fabricants de piscines, là pareil, j'ai pas été très bon, j'ai pu fabriquer que 3 piscines. Ça va me rapporter 9 points. Pour l'agence d'intérim, là c'est un peu particulier avec une seule feuille de marque, on va partir du principe qu'on était 3 joueurs. Le joueur à ma gauche a utilisé 5 intérimaires, le joueur à ma droite un seul. Forcément, le joueur à ma gauche a plus d'intérimaires que moi, il va donc marquer 7 points. Moi, j'ai plus d'intérimaires que le joueur de droite, je vais donc marquer 4 points. Et le joueur de droite, forcément, aura 1 point. Donc voilà, j'ai 4 points de victoire. Ensuite, l'agence immobilière. Là, il va y avoir un petit peu de calcul mental. En gros, le lotissement à une maison, ils vont me rapporter 3 points de victoire chacun, puisque j'ai réussi à le valoriser via l'agence immobilière. Donc je regarde. Ma première rue, la rue tout en haut, j'ai 2 lotissements à une maison. La maison numéro 2, la maison numéro 4, elles sont bien séparées par des barrières de géomètre à chaque fois. Donc j'ai 2 lotissements d'une maison. Ma deuxième rue, donc la rue juste en dessous, je n'ai qu'un seul lotissement d'une maison éligible. C'est tout à gauche, le lotissement avec la maison numéro 1. Le lotissement tout à droite, il n'y a bien qu'une seule maison dedans, mais je ne l'ai pas construite, il n'y a pas de numéro dedans, donc elle ne compte pas. Ensuite, ma dernière rue, donc la troisième, tout en bas, je regarde. Ah oui, la maison numéro 13, c'est bien lotissement puisqu'il y a 2 barrières de géomètre. Donc là, si je fais le calcul, 2 plus 1, ça me fait 4 lotissements. Donc du coup, je sais que mes lotissements d'une maison me rapportent 3 points de victoire, 4 x 3, 12. Je fais ça pour tous les autres lotissements. Lotissement numéro 2, j'en ai 4. Ils me rapportent 4 points de victoire chacun, 4 x 4, 16. Lotissement à 3 maisons, j'en ai un seul.
qui me rapporte 3 points de victoire, une fois 3, 3. J'ai pas de lotissement à 4 maisons, donc pas de points. Je n'ai pas de lotissement à 5 maisons, donc pas de points. Lotissement à 6 maisons, oui, j'en ai un. Je l'ai revalorisé une fois grâce à l'agence immobilière, ça me rapporte 7 points de victoire, 7 fois 1, 7. Voilà. L'agence immobilière me rapporte tous ces points-ci. Ensuite, j'ai utilisé une fois l'action numéro bis, donc ça va me mettre un malus d'un point de victoire. Et ensuite, je regarde mes refus de permis, j'en ai eu 2. Ça me rapporte, enfin plutôt ça me coûte 3 points de victoire. Je fais le total de tout ça, les additions et les soustractions, à la fin j'ai 75 points de victoire. Et donc là, forcément, vous vous en doutez, c'est le joueur qui va avoir le plus de points qui va l'emporter. S'il y a une égalité, ce qui peut arriver, c'est le joueur qui a le plus de lotissements complétés qui gagne. Donc c'est-à-dire les lotissements avec les numéros dedans. S'il y a toujours une égalité, ce qui peut arriver mais c'est beaucoup plus rare, c'est le joueur qui va avoir le plus de lotissements de taille 1, c'est-à-dire avec une maison. S'il y a toujours une égalité, les lotissements de taille 2, etc., etc. Si l'égalité persiste, mais là, c'est vraiment dans une réalité parallèle où, c'est impossible, quoi, mais bon, ça peut arriver, on refait une partie, c'est bon, on va arrêter de déconner quand même, Voilà en gros comment se passe le décompte des points de victoire. Alors, avant de nous quitter, il me reste juste 3 petites choses à voir avec vous. Rassurez-vous, ça va être très rapide. Les 2 premières, ça concerne la version dite avancée du jeu, et la troisième, c'est un petit détail sur la feuille de marque. Donc on va commencer par premier point, ce sont les ronds-points, justement. Alors, les ronds-points. Là, vous avez un slide qui vous montre un exemple de rue. Donc on a un lotissement de 5 maisons, donc 1, 2, 4, 10, 14, un rond-point, puis 13, 15. En gros, le rond-point, c'est facile. Pendant son tour, en plus de construire une maison et de faire l'action qui va avec cette maison, un joueur peut décider de créer un rond-point sur une case de maison vide. Donc il va dessiner un rond avec un petit point à la place du numéro qu'il devrait noter. Et il va mettre 2 barrières, donc de lotissement à droite et à gauche du rond-point. Donc en gros, le rond-point, il va tout simplement couper la rue en deux. Et du coup, le joueur, il va pouvoir bénéficier d'une numérotation croissante, donc de 1 à 17 d'un côté du rond-point, et d'une autre numérotation croissante de 1 à 17 de l'autre côté de la rue. Bon alors là dans l'exemple, on a 14 rond-point 13, mais ça pourrait être 14 rond-point et on repart à 1. Donc voilà, c'est un très bon petit choix que de mettre un rond-point. Alors évidemment ça a des conséquences, donc du coup on va retourner sur la feuille de marque. Si vous aviez remarqué pendant l'explication des règles, vous avez vu que au-dessus du refus de permis de construire, on avait justement un tout petit encart. Ça correspond justement au rond-point. Et comme on le voit, les ronds-points, on peut assurer 2 valeurs. Ça veut dire que en gros, on va être limité à 2 ronds-points sur notre quartier de ville. Donc il va falloir bien choisir où les mettre si vous voulez les mettre. Mais bon, ça a quand même un coût, donc quand vous ne mettez pas de rond-point, ça vous coûte pas de points. Si vous en mettez un, ça va vous coûter 3 points de victoire. Si vous mettez 2 ronds-points, là, la note elle va être salée, ça va être 8 points de victoire en moins à la fin de la partie. C'est à vous de voir si effectivement vous souhaitez utiliser les ronds-points ou pas, après ça peut être une bonne option. Deuxième chose à voir au niveau de la version avancée, ce sont les plans spéciaux. Alors les plans spéciaux, ils portent bien leur nom, parce que là, les lotissements que vous allez devoir créer, c'est sous des conditions spécifiques. Admettons là à gauche, le plan numéro 1, là, vous n'allez pas devoir construire des lotissements genre avec une maison ou 2 maisons. Non, non, là, pour valider l'objectif, il va falloir que vous ayez construit la première et la dernière maison de chaque rue. Voilà. Et sur le plan de droite, là, il faut avoir le livret de règles avec soi, parce que pour comprendre ça, en gros, pour valider l'objectif, il faut avoir construit tous les parcs, toutes les piscines et un rond-point dans une même rue. Autant vous dire que ces objectifs-là, ça va être assez compliqué de les faire. Mais vous pouvez jouer avec, et là, honnêtement, ça va être une grosse masturbation d'esprit pour réussir à marquer tous les points des plans. Le dernier petit détail, et qui ne concerne pas donc la version avancée ou la version normale, c'est vraiment un
léger petit détail, c'est justement au niveau de la feuille de marque, tout en haut à gauche, vous avez un panneau Welcome to. Bah, en gros, vous allez pouvoir personnaliser un peu plus votre quartier et lui donner un nom. Voilà, donc c'est un petit détail, hein, mais c'est toujours sympa, je trouve, surtout dans ce genre de jeu où on va se casser le cul à faire un beau quartier. Donc voilà, autant lui donner un nom qui ait de la gueule. Bah, puisqu'on est aux États-Unis, bah allez, welcome to Truduk. Voilà qui conclut donc cette vidéo sur Welcome to Your Perfect Home. Coup de cœur, je leur dis, hein, voilà, je sais que je l'ai dit au début de vidéo, mais je peux pas m'empêcher. C'est très 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 bien. Enfin, j'exagère, hein, parce que bon, c'est un coup de cœur, donc je vais forcément exagérer, mais franchement, c'est cool. Moi qui ne jure que par les gros jeux, ce jeu, franchement, c'est une pépite, je trouve. Il est vraiment cool. Je lui ai pas rendu honneur sur une soirée, vu que je l'avais amené, on devait jouer à un gros jeu, et je l'ai amené pour dire de faire un échauffement avant de jouer au gros jeu. C'est vraiment pas son honneur, parce que du coup il s'est vengé, il a plu à tout le monde, et on a refait 3 ou 4 parties je crois avant de passer au gros jeu. Donc ouais, franchement, et pareil, hein, c'était un jeu qui à la base, je pensais pas qu'il allait plaire, vu que je ne jouais qu'avec des gros joueurs, et il a plu, donc c'est dire que vraiment il est cool ce jeu. Donc fait par Benoît Turpin, aux éditions Blue Cocker, 1 à 100 joueurs, 10 ans et plus pour 25 à 30 minutes la partie, pour 20 €. Un jeu comme ça, pour 20 €, c'est donné. Achetez-le, il est vraiment excellent. Vous allez avoir 2 extensions. Je les ai pas testées. J'ai regardé des explications pour voir exactement comment ça fonctionne. Bah franchement, je suis pas emballé par les extensions. C'est peut-être le seul défaut que je vais trouver au jeu finalement, c'est ces extensions. Ça n'ajoute pas grand-chose entre guillemets. Ça change votre façon de jouer en fait. Alors dans la première extension, elle est appelée œuf de Pâques à guerre atomique. Vous avez en même temps un petit module pour jouer en solo. Alors celui-là aussi, hein, vous pouvez jouer en solo. J'ai pas expliqué parce que bon, c'est mieux d'y jouer à plusieurs honnêtement, parce que la version solo, bah on s'amuse moins, je trouve. C'est un peu plus corsé par contre, vu qu'il faut quand même jouer la montre. On peut pas faire on peut pas prendre notre temps. Hein. Il y a un moment où on risque de ne plus pouvoir jouer, de marquer moins de points. Donc la version solo est assez cool, mais bon, c'est mieux d'y jouer à plusieurs quand même, parce que voilà, on a toujours le truc de se dire refus de permis, bah t'es nul, bah, bref. Les extensions donc. Alors, œuf de Pâques, en gros, bah, vous faites la chasse aux œufs, hein, vous allez avoir des œufs dans vos maisons, et le but, ça va être de capturer un maximum d'œufs, et pour ça, vous allez devoir utiliser des numéros spécifiques. C'est-à-dire qu'admettons, bah, le 6, donc comme ça, hein, le 6, enfin non, à l'envers du coup, le 6, en gros, il y a une boucle, et cette boucle va vous permettre de capturer un œuf. Donc quand vous mettez un 6 dans une maison où il y a un œuf, bah, vous mettez votre boucle autour de l'œuf, ça vous permet de le capturer, ça vous fera gagner des points en fin de partie. Et pareil, quand vous avez 2 œufs dans une maison, eh ben, vous allez devoir utiliser un 8, forcément c'est logique. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt de celle-là, honnêtement, d'extension. Enfin, en tout cas, ce module-là, œuf de Pâques, parce que le module guerre atomique, pour le coup, il est plutôt cool, je trouve. Vous allez avoir en plus des piscines les bunkers, enfin les abris anti-atomiques. Et là c'est pareil, ça va vous permettre de gagner des points en fin de partie, mais les bunkers vont avoir la valeur du numéro que vous avez mis dans la maison associée. C'est-à-dire que quand vous avez une maison et le bunker, si vous mettez 4 dans la maison, bah 4 sera la valeur du bunker. Donc il va falloir bien gérer quel numéro vous allez mettre dans vos maisons, et surtout maximiser l'utilisation des intérimaires pour avoir le plus de points possible sur vos bunkers. Ça pour le coup c'est intéressant, je trouve. Et en plus on est très comment dire, pour ceux qui ont joué au Fallout, à partir du 3 on a le Pip-Boy, et ça fait vraiment très années 50 justement. Bah ça on le retrouve vraiment dessus sur la feuille de marque et les cartes.
Donc je trouve que ça fait plutôt cool, c'est une belle référence. Et voilà, donc dans l'extension du coup je garderai plus Guerre Atomique et l'extension solo qui est vraiment cool. Mais œuf de Pâques je suis pas fan. Même si voilà, j'ai pas testé donc je peux pas être super objectif, ça se trouve œuf de Pâques est très bien, mais bon voilà. Et la deuxième extension, donc là c'est Marchand de glace et zombies. Forcément des zombies. Marchand de glace, pareil, je suis pas super fan. On va avoir des cornets de glace en fait dans les rues. Et le fait de mettre un numéro dans une maison où il y a un cornet de glace, ça va faire avancer le camion de glace. Et on va récupérer le cornet de glace, ça va nous faire marquer des points en fin de partie. Et bon, bah, pareil, je suis pas fan de ce mode-là, je le trouve pas terrible, mais bon, je l'ai pas testé encore une fois, donc je peux pas être très objectif. Par contre, celui qui me met vraiment la hype, c'est le mode zombie. Là, par contre, ça change totalement le jeu. Enfin, totalement. Pas totalement, mais on reste sur le même principe, mais les mécaniques, il y a deux mécaniques différentes que je trouve vraiment cool. Déjà, l'agent immobilier, quand vous revalorisez un lotissement, vous allez avoir la possibilité de gagner des munitions, et ces munitions, en fait, elles vont vous permettre d'annuler une avancée de zombies. Puisque dans vos paquets de cartes actions, dans chaque paquet, il y aura une carte zombie. Quand une carte zombie sera tirée, les zombies vont avancer. Et en fait, le problème des zombies, c'est qu'ils avancent. Vous allez avoir des maisons avec des barricades devant et des maisons qui n'ont pas de barricades. Donc ils vont avancer jusqu'à une maison vide. Si cette maison vide, qui à la base n'avait pas de barricade, en a une, bah il se passe rien. Si par contre, ils rencontrent une maison où il n'y a pas du tout de barricade, ils rentrent dedans. La maison est condamnée, on ne peut plus mettre de numéro dedans, et en plus de ça, et bah du coup, comme elle est condamnée, on doit mettre 2 barrières de géomètre, et du coup, bah, ça nous coupe un lotissement. Là, ça change beaucoup de choses. Et du coup, bah forcément, le géomètre, plutôt que de mettre une barrière de géomètre, on va mettre une barricade pour empêcher les zombies de rentrer. Et là, pour le coup, bah on a vraiment un aspect, ouais, tactique. Et ça, c'est cool comme module. Donc voilà, j'ai pas testé les extensions. Je ne pense pas que je les achèterai malgré tout, parce que si je les achète, je sais pertinemment que ça va être pour un seul module sur les deux à chaque fois. Donc après, c'est la volonté justement d'avoir mis 2 modules dans une seule extension pour éviter d'avoir à acheter trop de trucs. Puis je pense aussi que pour leur modèle commercial, c'est mieux, hein, de toute façon, Blue Cocker. Tu vas pas proposer une extension que tu vas vendre 5 € qui va rien te rapporter, alors que tu peux proposer une extension avec 2 modules que tu vas pouvoir vendre plus cher qui va te rapporter plus de sous. C'est logique. Donc voilà, donc peut-être qu'un jour je les achèterai pour voir vraiment ce que valent les 2 modules qui ne m'intéressent pas. Je vous conseille déjà de commencer par ça, parce que ça va vraiment être très cool. Après, si vraiment vous êtes très curieux, prenez les extensions. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait une application pour ce jeu, donc l'application qui va vous remplacer les feuilles de marque. Voilà, ça vous évite de dépenser vos feuilles de marque, hein, du coup. Bon, moi je préfère les feuilles de marque quand même, parce que je préfère le matos qui se palpe, hein, honnêtement. L'appli c'est bien, mais bon, la feuille et le stylo c'est quand même mieux. Donc voilà, vous l'aurez compris, un coup de cœur. Il a presque failli rentrer dans mon top 5 des meilleurs jeux de société de tous les temps, enfin que je trouve être les meilleurs jeux de société de tous les temps. Il était presque arrivé à la 5e place, mais il y a un jeu qui est quand même mieux, je trouve, que lui, donc, et qui est un petit jeu également, un petit jeu expert. Donc voilà. Achetez. 20 balles pour ça, c'est cadeau, c'est donné, donc achetez. Merci d'avoir suivi la vidéo, à nouveau. La prochaine, ça sera sur Scotland Yard, je vais m'y atteler tout de suite, comme ça au moins un jeu pour enfants, on aura viré ça de ma tête. C'est pas pour rien d'ailleurs que je vais présenter Scotland Yard, puisque donc je présente la 2e édition, donc avec application du coup. C'est pas pour rien que je la présente, puisque après Scotland Yard, je vais m'attaquer à un gros jeu. On avait vu... qu'est-ce qu'on avait vu ? Oui, Star Wars, c'était le gros jeu qu'on avait vu. Là, on va aller sur le même principe de jeu, donc un jeu coopératif, donc là où cette fois-ci, on n'a pas de méchant du tout. Tout le monde joue dans le même camp. Mais qui, cette fois-ci, est piloté par application. Donc,
Ça va me permettre de faire un petit tuto entre guillemets, de voir comment comment je vais faire une vidéo avec application, parce que c'est une prise de tête phénoménale. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour faire ça. Donc Scotland Yard va m'y aider. Et ce gros jeu, ça sera Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Voilà, ce sera le prochain gros jeu que je vais présenter. Et ouais, je vous tease pas le prochain, mais voilà, c'est enfin le prochain après le Seigneur des Anneaux, mais voilà, Scotland Yard puis après Seigneur des Anneaux. Donc merci à nouveau d'avoir suivi les vidéos. Prenez soin de vous. Le déconfinement arrive bientôt. Ça va pas être facile encore, mais bon. On y est presque, les enfants, on y est presque. Prenez soin de vous. Merci de me suivre, hein, vraiment, ça me fait très plaisir, et de partager. Merci beaucoup. Partager mes vidéos, de mettre des petits j'aime, ça fait vraiment plaisir. Et puis, à la prochaine, hein, du coup. Ciao!